privilégié de la journée pour bien commencer la matinée, et puis avoir le temps de se dire bonjour, de voir ce qui s'est passé la veille dans les cahiers. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que chez nous, c'est très important la collaboration avec les parents. Savoir ce qui s'est passé à la maison, voir s'il y a eu des suites par rapport à la journée d'hier. Alors Chloé aujourd'hui a 4 ans et demi. Et on a su en fait qu'on a eu le diagnostic d'autisme quand elle avait 3 ans et demi, donc il y a 1 an à peu près. Ce qu'il y a de plus dur dans la vie avec un autiste, c'est effectivement cette bizarrerie de la communication qu'on finit par accepter, mais qui par moments est assez lourd à porter. C'est-à-dire que Dominique a un langage verbal, mais qui est réduit, et qui n'est pas conversationnel. Les enfants autistes inquiètent et fascinent. Leur regard, noyé dans un horizon invisible, leur impossibilité à communiquer reste énigmatique. Ce qui caractérise ces enfants se résume avant tout par le manque profond de quête affective, le besoin de maintenir l'environnement inchangé, la fascination pour certaines propriétés des objets, comme leurs reflets et leurs mouvements, et l'absence complète ou le retard dans l'apparition d'un langage très particulier et hermétique. Mais ces enfants ont souvent un aspect vif, et certains possèdent des talents exceptionnels dans des domaines particuliers comme le calcul ou le dessin. Les travaux les plus récents montrent que le sujet autiste ne sait pas filtrer de façon pertinente les informations qui lui parviennent. Il est submergé, noyé dans un véritable raz-de-marée de sensations qu'il ne peut organiser et différencier. Quand Dominique a été diagnostiqué, dans un premier temps, puisque la théorie prépondérante sur l'autisme était psychanalytique, cette école soutenait qu'en fait un enfant devenait autiste parce que le parent avait été froid et rejetant et en fait avait produit ce comportement d'aliénation chez le jeune. Aujourd'hui, personne ne songe plus à accuser les parents d'être à l'origine du problème par une incapacité à aimer leur enfant, pas plus qu'on ne met en doute l'impact de facteurs neurobiologiques. Car il faut savoir que jusqu'à récemment, l'autisme excitait les passions et l'on voyait se développer de douloureuses polémiques entre ceux qui affirmaient que le mal est dans le corps et ceux qui le situaient dans l'esprit, entre les tenants de traitements psychologiques ou de traitements comportementaux. Mais le diagnostic d'autisme s'accompagne de 2 vérités, hélas, implacables. Premièrement, nous ne connaissons pas la cause de l'autisme. Deuxièmement, nous ne savons pas le guérir. En revanche, on sait que l'on peut, en communiquant très tôt et de façon pertinente avec l'enfant, éviter de le surhandicaper, sauver l'intelligence pour tenter de combler l'abîme social. Sur la base de tests d'évaluation, on essaie de voir quelles sont ses capacités acquises, quelles sont ses capacités potentielles et où sont ses difficultés. Et on essaie, à partir de ces capacités possibles, enfin de ce qu'il peut apprendre, à lui proposer des exercices qui vont lui faire apprendre des choses. On a intuitivement compris qu'il fallait faire des séquences, ne serait-ce que pour l'amener aux toilettes, qu'il fallait lui faire comprendre comment il fallait aller aux toilettes, lui apprendre et décomposer tout. L'autisme est un défaut dans le développement de tout ce qui touche à la perception et à la communication, donc à la résonance sociale. Ce manque va conduire à un handicap sérieux car il touche à la sociabilité et à la capacité à mener à bien une vie harmonieuse avec l'entourage. Si l'on ne peut parler de psychothérapie de l'autiste, il existe maintenant des modes de prise en charge dans lesquels les besoins psychiques et éducatifs de l'enfant sont pris en compte. Un point capital est de créer une alliance avec les parents afin que tous participent ensemble au mieux-être de l'enfant. Nous allons donner quelques éléments caractéristiques d'un projet d'accompagnement qui tienne compte des possibilités de la personne autiste et des intérêts et motivations qu'il manifeste déjà. Aider à filtrer ce qui est pertinent. L'autiste est submergé par le flot de sensations venant du monde extérieur. Il faut réduire les stimuli en amont pour aider à focaliser l'attention sur une activité présente. Simplifier le langage et dire autrement. Il faut présenter les informations une à une et concrétiser les consignes par un objet, un pictogramme, une photo ou une étiquette. Structurer l'environnement.
Séparer l'espace, à la maison comme à l'école, en lieux significatifs. Des lieux de concentration, le plus simplement aménagés pour éviter la dispersion, à l'abri d'une fenêtre ou d'une source sonore. Des lieux de travail à deux chaises autour d'une table avec par exemple la même couleur de nappe pour reprendre la même activité. Des lieux de détente, un canapé, des coussins, un lieu de musique, une salle de bain selon les possibilités de l'espace. Et ne pas hésiter à fêter par des mimiques de satisfaction, des câlins, des félicitations, toute activité terminée. On s'est débrouillé avec ça au départ, on est allé chercher nous-mêmes les informations, mais le mot autisme pour nous ne voulait rien dire en fait. À partir de 16 ans, les structures adaptées pour les autistes et même les structures tout court deviennent très très rares. Je connais un nombre de parents mais incroyables qui ont des gamins qui sont à la maison, qui n'ont rien. Et moi, j'ai failli me retrouver dans cette situation. Face à ce drame familial, la seule chance pour les parents de tenir est de se mobiliser, de participer activement à la prise en charge de leur enfant, de se faire aider par des professionnels qui n'agiteront pas le spectre de l'accusation et de la culpabilisation. Les enfants autistes sont dirigés vers deux types de structures. D'une part, celles créées pour l'éducation spéciale des handicapés mentaux. Ce sont les externats ou internats médico-pédagogiques ou professionnels et les centres d'aide par le travail. Le plus souvent, la spécificité de l'autisme y est reconnue et l'éducation est réalisée par des spécialistes. D'autre part, les structures psychiatriques mises en place pour les enfants malades mentaux, centres médico-psychologiques, hôpitaux de jour. Certaines équipes de psychologues, psychiatres et psychanalystes ont développé des outils spécifiques pour prendre en charge ces enfants. Il faut bien se renseigner sur le type de traitement qui est proposé. Des projets pilotes spécifiques à l'autisme commencent à exister un peu partout en France. Classes intégrées dans les établissements scolaires, Pro-Aide Autisme, projet Helios. Par ailleurs, de nombreuses associations de parents, comme l'UNAPI, l'APAGE ou l'APEDIA, apportent de précieux renseignements. Les méthodes que nous avons évoquées sont appliquées dans les maisons d'accueil comme l'Envol, spécialisées dans la prise en charge des enfants autistes. Nous y avons passé une journée. Ils arrivent chaque matin entre 9h et 9h30, certains en ambulance, d'autres accompagnés par leurs parents. Ils ont entre 18 et 25 ans et pour ces jeunes autistes, l'Envol est une chance. C'est l'une des rares maisons d'accueil spécialisées pour les jeunes adultes. En France, sur 60 000 autistes, enfants et adultes, moins de 1000 bénéficient d'une prise en charge spécialisée. Ici, ils sont 15, la plupart ont un retard mental important. Alors, Johanna, comment s'est passée ta soirée hier? T'as été à la maison? Oui? On va regarder le cahier tout de suite. Transférer un petit mot. Petit message de maman. Tout va bien à la maison. La soirée s'est très bien passée. J'en suis ravie, Jojo. Voilà ton verre de lait, ma belle. Voilà pour toi. C'est un moment privilégié de la journée pour bien commencer la matinée et puis avoir le temps de se dire bonjour, de voir ce qui s'est passé la veille dans les cahiers. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Parce que chez nous, c'est très important la collaboration avec les parents. Savoir ce qui s'est passé à la maison, voir s'il y a eu des suites par rapport à la journée d'hier. Hier, on était le 3 janvier. Aujourd'hui, on est le 4 janvier. On cherche le bon numéro. Je t'aide, hein. C'est difficile, ça, je sais. Dans une autre classe, Michel, éducatrice spécialisée, prépare avec Laurent le programme des activités de la journée. Voilà. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas faire ton travail. Après ça, on va faire un petit apprentissage. Après l'apprentissage, on va passer au loisir. On met une carte en rapport avec une activité. Au fur et à mesure, ils finissent par la reconnaître. Et c'est vraiment la mémoire qui fonctionne. Le but final, c'est qu'ils finissent par, eux, les utiliser pour communiquer avec nous. Mais ça, c'est une étape très, très difficile à passer. On a beaucoup de mal, je dirais. On arrive relativement facilement à leur faire comprendre ce qu'on veut, mais on a beaucoup de mal à les faire s'exprimer. Doucement. Encore, on continue. Patrice qui plante des clous, Frédéric qui apprend à écrire son nom, Laurent qui enfile des perles.
Tous apprennent et répètent jour après jour les petits gestes qui structurent leur univers et développent leur autonomie. Eh bien, Laurent, on va passer en autonome, ça, bientôt. La difficulté de l'apprentissage, c'est de généraliser. C'est-à-dire que, bon, ben là, Laurent le fait peut-être avec les perles rouges. Si on change de perles, peut-être qu'il aura du mal et qu'il faudra recommencer l'apprentissage. Parce que la difficulté, c'est effectivement de passer d'une activité à l'autre. Allez, on ouvre les mains, Jojo. On touche tout, on découvre tout. C'est bien le faire, ça, hein? Ça te fait sourire, ça. Très bien, et tu touches tout, tu découvres toutes les matières différentes qui sont là présentées devant toi, là. Encore. Celui-là est agréable. Celui-là, ça passe encore. Celui-là, il est moins agréable parce qu'il est froid, celui-là. Oh, on va toucher quelque chose de froid. Non, tu gardes la main bien ouverte. Voilà. Regarde ce que tu touches. Regarde ce que tu touches. C'est pas moi qu'il faut que tu regardes. C'est ce que tu touches qu'il faut que tu regardes, Jojo. Après, je te raconterai des belles histoires. Tu vas faire ta vraie détente. Je vais te mettre de la musique. Oui. Tu vas avoir ta petite musique. Et là, tu vas pouvoir te détendre. C'est la fin de la matinée. Oh, t'es ravie. Petit à petit, effectivement, il a réussi à rester assis, à développer des activités éducatives, à fréquenter une cour de récréation, chose qui était très difficile pour lui à cause du volume sonore, à cause de la confusion, à fréquenter une cantine scolaire, ce qui était difficile pour lui parce qu'il était anorexique, il avait un rejet de la nourriture qui est toujours un peu présente, mais beaucoup moins aiguë. L'avenir de Chloé, l'imaginer, non. Le rêver, oui. J'ai envie de dire que Chloé aura une vie heureuse et autonome et qu'elle sera le plus autonome possible. J'ai envie de me dire ça, mais c'est qu'une envie personnelle. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On tend vers ça, c'est tout, quoi. Depuis une vingtaine d'années, les travaux réalisés dans le monde entier confirment que la personnalité des parents ou le mode d'éducation ne sont pas à l'origine de l'autisme de leur enfant. Le voile se lève lentement, en particulier depuis l'apparition des neurosciences et des techniques d'investigation plus sophistiquées. Reste à faire en sorte d'affiner des modes de soins globales prenant en compte à la fois l'adaptation concrète des personnes autistes à leur environnement et leurs besoins psychiques. Et surtout, qu'une parole puisse circuler pour aider les équipes qui prennent en charge ces enfants et pour déculpabiliser les parents, leur donner les moyens de surmonter cette épreuve, car il n'y a pas de manière normale de vivre une situation aussi profondément anormale. Valentin a commencé à avoir des problèmes l'an dernier. Il s'est mis à ne plus vouloir aller à l'école, il s'est mis à pleurer. Valentin, c'est un enfant solitaire et il s'est mis à tenir des propos comme « je suis nul »,« je serai toujours nul »,« ça sert à rien l'école »,« je m'ennuie »,« j'ai pas d'amis »,« je veux pas y aller ». Agathe a commencé à être triste, ce qui n'était pas du tout son caractère. Et elle nous a expliqué qu'elle n'était pas bien et que dans sa tête, elle entendait comme une voix qui lui disait « Agathe, ça va pas ». Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le psychologue scolaire se consacre essentiellement à l'observation et à l'orientation des élèves, au dépistage et au suivi des enfants en situation d'échec scolaire. Sa vocation est d'offrir un soutien psychologique aux élèves en voie de désadaptation. Enclave neutre au milieu du flux de tensions et d'émotions que véhicule l'école, la psychologie doit assurer aux élèves un lieu privilégié d'écoute, d'expression de leurs craintes, de leurs angoisses, de leurs révoltes et de leurs espoirs. Mais c'est la collaboration avec les enseignants qui est la véritable pierre angulaire de la psychologie scolaire. Car les psychologues se doivent avant tout d'être au service de l'école pour aider l'ensemble des élèves et pour faire avancer la réflexion psychopédagogique. Elle avait un petit peu de difficulté d'intégration, mais bon, pas énormément. Et fin octobre, elle a eu un traumatisme très important. Elle s'est fait renverser par une voiture. Elle travaillait toujours bien, mais c'était au niveau de son caractère. C'est une petite fille qui est très gaie et qui était devenue très triste.
Donc elle avait des difficultés à nous laisser le matin parce qu'on se séparait. C'était vraiment une histoire de séparation. En effet, un fléchissement ou un retard scolaire peut être occasionné par une multitude de causes. Traumatisme, état de santé de l'enfant, malaise familial. La difficulté est souvent d'établir un diagnostic précis, c'est-à-dire de faire la part entre un état réactionnel et des troubles psychologiques plus installés. Donc je lui dis, écoute Valentin, dans ton école, il y a une psychologue, libre à toi d'aller la voir, tu la connais, c'est Annie, c'est pas moi qui vais faire la démarche, mais tu veux pas me raconter ce qui se passe, tu veux pas qu'on sache, elle pourra peut-être t'aider. D'autres difficultés d'adaptation peuvent prendre la forme d'un retard ou de troubles du langage. Il peut s'agir de difficultés d'articulation de certains phonèmes et de certaines syllabes ou d'une déformation de la parole. Certains élèves, plus nombreux, présentent une dyslexie, une difficulté dans l'apprentissage de la lecture, ou une dysorthographie, difficulté d'apprentissage de l'écriture. D'autres encore ont des troubles moteurs, maladresse, difficulté à écrire, instabilité. Il s'agira alors d'orienter l'enfant vers une psychothérapie ou un réapprentissage spécifique mené par des orthophonistes, psychomotriciens et rééducateurs spécialisés. Agathe allait voir donc la psychologue pendant les heures scolaires. Elle avait un rendez-vous par mois, à peu près toutes les 3 semaines peut-être, je ne me rappelle plus très bien, qu'elle attendait avec énormément de joie. Et elle dessinait beaucoup et elle discutait beaucoup. Jamais il ne m'a raconté. Jamais. Tiens, aujourd'hui j'ai fait un dessin avec Annie, c'est tout. Et il y a qu'au bilan où j'ai su un petit peu ce qu'il avait dit, comment ça s'était passé. Il n'en a jamais parlé. Pour lutter contre l'échec scolaire, les tâches des psychologues sont multiples. Au niveau de la classe, il peut leur être demandé une évaluation du niveau global d'instruction des élèves ou l'analyse psychologique d'une classe à problème. Ils peuvent utiliser un sociogramme qui permet d'évaluer l'existence de leaders ou de conflits entre sous-groupes, ce qui canalise l'énergie des élèves au détriment de l'apprentissage scolaire. Mais il peut être aussi demandé aux psychologues de soutenir les enseignants en difficulté, de participer à une réflexion sur la pédagogie de l'école, d'introduire une dynamique de prévention ou de conseil éducatif auprès des élèves. Pour mener à bien le suivi d'un élève, les psychologues scolaires doivent se munir d'un certain nombre d'outils et de méthodes. Ils peuvent mener des examens psychologiques individuels approfondis grâce à des tests spécifiques, épreuves intellectuelles pour appréhender les différentes formes d'intelligence, épreuves verbales, tests de connaissances scolaires, tests de personnalité. Des examens plus spécialisés d'analyse instrumentale sont proposés dans certaines situations. Examen des troubles moteurs, examen de l'orientation et de l'organisation spatio-temporelle, examen du retard et des troubles du langage oral et de l'acquisition du langage écrit. Les psychologues peuvent conduire des entretiens individuels avec l'élève pour mieux cerner ses motivations, ses projets, son degré de maturité, son équilibre émotionnel. Ils sont amenés à rencontrer les parents pour saisir les caractéristiques du milieu familial et leurs éventuelles répercussions sur l'adaptation scolaire. Ces rencontres révèlent parfois une problématique conjugale ou sociale importante. Les données recueillies sont consignées dans les dossiers psychologiques des élèves. Ces dossiers ne peuvent être transmis qu'à un autre psychologue, mais dans certains cas, quelques informations pourront être données aux parents ou aux enseignants. Il était trop lent, il était hors norme. Donc la seule solution, c'était que ce soit quelqu'un de l'extérieur, dont c'est le métier qui intervienne. C'était ni moi, ni son père, ni l'institutrice qui pouvait régler les... On n'était pas du tout sur la même longueur. Les psychologues de l'Éducation nationale doivent aussi posséder une formation d'enseignant. Un décret de 1989 signe ainsi la création du diplôme d'État de psychologie scolaire. Pour organiser les services de psychologie scolaire, les réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté sont constitués par une équipe formée d'un psychologue scolaire et de maîtres et maîtresses spécialisés. Dans le cadre de l'enseignement primaire, le psychologue scolaire affecté à une circonscription est responsable d'un secteur allant de 800 élèves, comme en Lozère, à 4000, comme dans le Bas-Rhin. Leur nombre est cependant plus élevé dans les zones d'éducation prioritaire. Les situations d'échec scolaire peuvent provoquer une souffrance psychologique pour les enfants et leurs familles. C'est pour remédier à cela que les réseaux d'aide spécialisés comme celui de Briard ont été mis en place.
Alors donc aujourd'hui, on va refaire un autre jeu de la même sorte. Donc pour bien travailler, essayer de se représenter, bien comprendre ce que l'on lit. Hein, vous avez vu la dernière fois, on essayait de se souvenir, on lisait une phrase, on essayait de bien se représenter dans sa tête ce que ça signifiait. Donc aujourd'hui, c'est une autre façon de faire, mais... Après avoir enseigné 10 ans en CP, Elisabeth Boulan est devenue une institutrice d'un genre particulier. Dénommée Maître E, elle intervient dans plusieurs écoles primaires de la région de Briare, avec pour mission d'apporter une aide spécialisée aux enfants en difficulté. On utilise ce qu'on appelle une pédagogie de détour, c'est-à-dire que ça n'est pas ce qu'on appelait avant du soutien. C'est-à-dire que le soutien consistait à redonner aux enfants une louche de la soupe qu'ils n'avaient pas aimée déjà. Donc on essaie d'éviter. Et on utilise d'autres supports, et entre autres des supports plus ludiques, qui souvent passent beaucoup mieux auprès des enfants. On analyse beaucoup les stratégies qui vont nous permettre de résoudre une tâche. On voit comment on va s'y prendre pour arriver à trouver ce que l'on doit faire en premier, en second, etc. pour résoudre la tâche. On s'aide beaucoup dans le groupe, c'est-à-dire que chacun donne son idée. Dis, moi, je m'y suis pris comme ça pour trouver la solution. Moi, j'ai fait comme ça. Et en fait, les enfants s'approprient petit à petit certaines stratégies auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé au début tout seuls. Et elle pose en permanence cette question, depuis le temps que ça dure. Au sein des écoles où elle intervient, Elisabeth n'est pas seule à prendre en charge les enfants en échec scolaire. Elle fait partie d'un des réseaux d'aide spécialisés mis en place dans le Loiret. Réseau composé d'une psychologue scolaire et d'une autre institutrice chargée, elle, d'apporter une aide aux enfants dès la maternelle. Donc on a toutes les trois un regard différent sur l'enfant compte tenu de nos spécificités. On a à voir en permanence avec l'échec scolaire. Et ce qui se traite dans le cadre du réseau d'aide, c'est toujours, presque toujours, une difficulté d'adaptation de l'enfant à l'école. Donc c'est Sylvie qui l'a signalé en CE2. Toutes les trois se retrouvent régulièrement en réunion de synthèse pour évoquer le cas d'un enfant et mettre au point le suivi le mieux adapté à ses difficultés. Donc c'est très, très difficile. On ne cesse de faire des liens, je dirais, de toutes sortes. On fait des liens entre les parents et l'école, entre l'école et l'enfant, entre l'enfant et les services extérieurs s'il est suivi à l'extérieur. On est au centre, je veux dire, d'une toile où on fait les liens avec tout le monde. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des difficultés? C'est pas facile quand même. De temps en temps en classe, quand on a une mauvaise note et il y en a qui ont des bonnes notes, et bah, ils se moquent de nous. Après, ça nous fait pleurer parce que tout le monde se moque de nous. Ça vous faisait mal? Ouais. Ça vous rendait triste en général? Oui, un peu. Ce sont des enfants qui souffrent. Bon, ils ont eu du mal, d'ailleurs, certains en parlaient. Hein, Anthony, il avait les larmes aux yeux. Hein. Quand on parle d'échec, c'est vrai que c'est douloureux. Hein, c'est difficile à vivre. Ça rend très malheureux. Et donc, on se renferme sur soi-même, pour certains. Ou alors, on devient violent pour d'autres. Ou alors, bon, donc... Anthony, hein, il se renferme dans sa coquille quand c'est comme ça. Il a un peu honte, je crois, parce qu'on en a pas mal parlé ensemble. Et puis, il a mal. On se dit qu'on a réussi notre travail quand on arrive à faire changer le regard qui est porté sur l'enfant. Le regard de l'enseignant ou le regard des parents. Et le regard de l'enfant lui-même. Et le regard de l'enfant lui-même. Ouais. Et dès que, je dirais que dès que le mouvement se relance, dès que la dynamique se relance, la dynamique d'apprentissage, il y a un effet positif sur la personnalité de l'enfant qui tout d'un coup se voit autrement et ressenti par les autres autrement. Et à ce moment-là, on a un effet vraiment je dirais de légèreté chez l'enfant. Face à la souffrance d'un enfant, un parent essaye de trouver des solutions. La solution qui nous semblait pour nous la meilleure était la solution de la psychologue, avec laquelle elle pouvait discuter, décharger, expliquer les angoisses qu'elle avait. Et ça a été la bonne solution. Agathe est actuellement... elle a abordé une autre année scolaire très très bien. Il fait ses devoirs tout seul, donc il est devenu autonome. On ne rentre plus en conflit pour les devoirs. Il a nettement une meilleure moyenne puisqu'il est passé quand même de 12 de moyenne en CE2 à 17 en CM1, ce qui est quand même pas négligeable. Dans un premier temps, la responsabilité de l'échec scolaire a été exclusivement attribuée à l'élève.
ces handicaps étant assimilés à des défauts comme la paresse ou l'étourderie. Puis la faute s'est déplacée de l'élève sur l'école. Enfin, avec la reconnaissance de l'importance des facteurs socio-économiques et socio-culturels, est apparue la notion de handicap culturel. Parallèlement, grâce à l'éclairage psychologique, un changement s'opère. L'élève s'efface devant l'enfant. Il s'agit à présent de saisir sa dynamique personnelle, mais aussi sa dynamique relationnelle et familiale. Mais le meilleur outil contre l'échec scolaire reste la prévention. Lorsque chaque élève peut être systématiquement évalué, la rapidité de la mise en place de solutions appropriées réduit considérablement le taux des échecs. Les nourrissons ne naissent pas vierges, ni innocents. Ils traînent déjà une histoire sur plusieurs générations, l'histoire de la grossesse et puis l'histoire de ce qui a précédé leur conception, des deux familles, des deux désirs dont ils sont l'incarnation. Ils ont déjà un lourd passé et parfois trop lourd. Ils n'arrivent pas à le traîner. Et d'intervenir comme ça très vite après la naissance, en maternité, ça leur permet de sortir de la maternité avec des bagages un peu moins lourds. Et c'est peut-être mieux pour démarrer. Alors, j'ai été voir une psychologue pour enfants avec mon fils parce que cela correspondait en fait à la rentrée des classes. Il n'avait pas tout à fait 3 ans, il rentrait à la maternelle. Et bon, les 3 premiers jours sont bien passés et suite aux 3 premiers jours, ça a commencé à pas aller du tout. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus et il ne voulait pas aller à l'école. L'enfant est une personne en croissance physique, mais aussi psychique. Dès sa naissance, il doit en permanence s'adapter à un entourage dont il est dépendant et qui doit répondre à tous ses besoins, à commencer par ses besoins affectifs. Cette dépendance rend l'enfant particulièrement vulnérable. La moindre perturbation dans son environnement va être susceptible de provoquer des manifestations de souffrance psychique parfois spectaculaires, manifestations qui peuvent disparaître aussi vite si l'on supprime la cause de la perturbation. Mais l'enfant possède aussi d'emblée une personnalité, des capacités intellectuelles, des forces de résistance qui font de lui un individu singulier, différent des autres enfants. Ce sont ces 2 aspects que les psys qui s'occupent des tout-petits vont devoir prendre en compte. Je travaille en tant que psychanalyste auprès des bébés et de leurs parents dans ce moment extrêmement bref, les quelques jours d'hospitalisation qui suivent la naissance. C'est une collaboration entre l'approche pédiatrique et l'approche psychanalytique. C'est une autre façon d'entendre les symptômes, de les entendre comme un souhait de communiquer. À nous d'essayer de comprendre ce qu'ils essayent de communiquer. En effet, dès les premiers jours de sa vie, le nouveau-né peut manifester des signes de souffrance psychique. Ne pas dormir, ne pas manger, refuser tout contact affectif, s'exprimer par des manifestations somatiques comme des vomissements ou des régurgitations. Plus l'enfant va grandir, plus les symptômes peuvent se différencier et s'organiser. Phobie, anorexie, bégaiement, énurésie, manifestations obsessionnelles, jusqu'à des comportements tout à fait étranges et anormaux. J'ai été avec Nathan qui avait pas tout à fait 3 ans voir une psychologue. Je lui ai dit qu'on allait voir une dame qui parlait. Que manifestement il avait un problème et que cette dame allait nous aider à résoudre et à trouver ce problème. Effectivement, le diagnostic de ces troubles est fondamental. Les mêmes symptômes peuvent être simplement liés à une inquiétude provoquée par exemple par un conflit ou un deuil chez les parents, ou être dus à une véritable maladie de l'enfant comme l'autisme ou la psychose infantile. Un exemple qui se produit avec une relative fréquence, c'est quand il y a eu un deuil pendant la grossesse. Par exemple, la mère a perdu, disons, son père au cours de la grossesse. Elle va m'en parler, parce que c'est récent, etc. Bien sûr, au moment où elle va m'en parler, il va avoir une montée émotionnelle chez elle, que l'enfant, même s'il est à l'autre bout de la chambre dans son berceau, va percevoir. Donc je lui parle, je lui dis, oui, quand tu étais dans le ventre de ta maman, à 6 mois, ton grand-père est mort. Et c'est pour ça que tu as senti à ce moment-là des choses, parce que ta mère a eu une grosse peine, un gros chagrin d'avoir perdu son père. Et c'est vrai qu'elle s'est moins occupée de toi. Mais sache que ce n'était pas à cause de toi. Les nourrissons sont le plus souvent pris en charge dans le cadre d'une thérapie mère-enfant ou père-mère-enfant. Dès l'âge de 2 ans, les tout-petits peuvent bénéficier de méthodes pédagogiques adaptées, comme la méthode Freinet, de thérapie corporelle et rééducative, de thérapie comportementale ou de psychothérapie psychanalytique.
La psychologue parlait et Nathan l'a coupée et lui a dit très clairement et avec ces mots-là, de toute façon, le problème c'est pas l'école, le problème c'est le ventre de maman. Et la psychologue, en fait, a tout fait pour le rassurer, à savoir qu'à partir du moment où il avait dit que le problème c'était le ventre de maman, elle lui a expliqué que les cœurs des mamans étaient aussi élastiques que les ventres, à savoir qu'ils grossissaient au fur et à mesure qu'elles avaient des enfants et qu'en aucun cas l'arrivée de sa petite sœur ne le menaçait, à savoir que ce n'est pas parce qu'il allait avoir une petite sœur que j'allais ne plus l'aimer. Au cours des psychothérapies de l'enfant, des supports d'expression comme le dessin ou la pâte à modeler sont fréquemment utilisés. L'enfant va alors pouvoir jouer avec le thérapeute les conflits qu'il a intériorisés. Il s'agit d'un transfert, comme dans les psychothérapies d'adultes. Quelle que soit l'origine de la pathologie de l'enfant, il est souvent indispensable de faire participer les parents à sa prise en charge. Prenons l'exemple de Damien, âgé de 3 ans. Ses parents sont en conflit. Son père s'éloigne de plus en plus du domicile familial. Damien développe certains symptômes. Il fait des cauchemars et des insomnies qui font que sa mère doit dormir avec lui pour le calmer, ainsi qu'une phobie scolaire qui oblige son père à l'accompagner tous les jours et à rester un peu avec lui à l'école pour le rassurer. Mais il perd patience et commence à frapper son enfant. L'inquiétude pour Damien détourne ses parents de leur conflit conjugal, mais chacun ressent que l'autre est responsable des symptômes de l'enfant. Si rien ne bouge, la phobie de Damien peut s'installer et devenir une véritable maladie. Si les parents demandent une prise en charge pour leur enfant, il pourra leur être proposé 3 choses. Une guidance parentale avec un psychologue qui va leur permettre de clarifier leur situation et de trouver des conseils et un soutien, ou bien une psychothérapie de couple parallèlement à la prise en charge de leur enfant, ou encore une thérapie familiale à laquelle tout le monde va participer en même temps. Je me suis rendu compte lors de cette séance que je ne savais pas tout de mon fils et qu'effectivement, à la fois c'était bien et à la fois c'était mal. C'est-à-dire que, effectivement, Nathan a un jardin secret. Ça a été une révélation pour moi. Le suivi d'un jeune enfant peut se dérouler dans un cadre public ou privé. Dans le privé, exercent de nombreux psychiatres d'enfants et des psychologues cliniciens spécialisés. Adressez-vous toujours à quelqu'un qui vous est recommandé par un professionnel ou une personne de confiance. Dans le service public, des consultations spécialisées existent au sein des hôpitaux généraux, des centres médico-psychologiques et des centres médico-psychopédagogiques. Pour les troubles psychiques plus importants, il sera parfois nécessaire de placer l'enfant dans un hôpital de jour, au sein duquel toute une palette de soins et de rééducation va lui être proposée. L'hospitalisation à temps plein est plus rare à cet âge. Conseiller les parents qui s'interrogent sur certaines manifestations de leur enfant, intervenir ponctuellement avant qu'une pathologie ne s'installe, relève d'une démarche de prévention qui évitera souvent les problèmes ultérieurs. C'est dans cette optique que la Maison Verte, créée par la psychanalyste Françoise Dolto, reçoit tous les jours les enfants et leurs familles. Ni crèche, ni garderie, ni centre de consultation, la Maison Verte accueille les tout-petits avec leurs parents. Ce lieu offre une écoute sur la difficulté d'être parent. C'est à la maison que tu n'arrives plus à faire dodo. Tu n'arrives pas à te séparer de ta maman. Alors autant le soir, j'arrive à l'apaiser par des phrases, autant la sieste, pas du tout. Il tambourine aux portes, il ne sait pas jouer seul et il vient tout le temps nous embêter. En fait, il sait jouer seul, mais pas quand vous êtes là. Non. Il aborde cette phase comme ça de séparation, d'autonomie, d'indépendance. Et peut-être qu'il est un petit peu inquiet. Qui a envie de dire non à sa maman, Pierre? Parce que quand on devient grand, on dit non à sa maman. Moi, c'est un soulagement, quoi. Enfin, le fait de pouvoir parler soit à d'autres parents, à l'équipe, et puis d'expliquer les difficultés du moment. Il y a des évolutions avec l'enfant tous les jours et que c'est vrai que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions et donc j'ai envie de ne pas trop me planter avec lui. La Maison Verte est aussi un lieu de prévention destiné à éviter l'apparition de troubles psy chez l'enfant. On a écrit ton prénom avec les autres enfants de l'après-midi. T'es rentré dans la maison.
Pierre, on est à la maison. La maison verte. Le tout petit est un interlocuteur à part entière pour nous. Les adultes qui l'accompagnent, c'est la maman de Pierre ou c'est le papa de Pierre. Mais nous, on accueille Pierre. Ici, on s'adresse à l'enfant. Et tu sais, les jouets de la maison verte, il faut les partager, Marius. Ici, c'est comme ça. Placer l'enfant au centre de l'accueil, c'est l'aider à se situer par rapport à sa mère, par rapport au groupe, et c'est préparer la séparation brutale que constitue l'entrée à la crèche ou à l'école. La maman ou la personne qui nous connaît est là, et que donc on peut vivre des petites expériences de la vie au quotidien, deux enfants qui s'étapent, tomber, s'arracher jouer, on peut vivre les difficultés de la vie, tout en étant en sécurité, parce qu'il y a quelqu'un qui sait qui on est et qui est dans la pièce. Et donc, on fait une expérience des vies sociales. Demi-tour, Marion. Demi-tour. Tu peux pas aller... pas le droit de passer la ligne rouge. Tu peux pas passer la ligne rouge avec ton vélo. Le lieu d'accueil est un cadre, c'est-à-dire un endroit structuré avec ses codes et ses limites. Le but, donner sa place à chacun dans les relations sociales. Comme nous, on est un lieu aussi de désocialisation, c'est-à-dire de vivre avec d'autres en société, ces règles-là, c'est des règles de la société. Et puis c'est des limites comme des limites vivantes, disent certains, c'est-à-dire des limites qu'on peut parler autour et qui permettent effectivement de grandir. S'affronter à ces limites permet de grandir ou d'avoir la promesse de grandir. La Maison Verte accueille les enfants tous les après-midi. On y vient quand on veut et la participation financière est à la discrétion des parents. Ça a marché du feu de Dieu. Enfin bon, moi j'étais très étonnée de ce résultat. Une séance et les problèmes semblaient, au-delà de semblaient, les problèmes étaient résolus. Nathan avait été entendu, Nathan avait été écouté et je veux dire, toutes les manifestations somatiques telles que le manque d'appétit, les insomnies, avaient absolument disparu. Ce qui est formidable avec ce type de travail, c'est que c'est assez efficace, très souvent, d'une manière quasi spectaculaire parfois, et qu'un bébé qui ne mangeait plus peut se remettre à manger dans les heures qui suivent la séance. Si la guérison des tout-petits peut être rapide, parfois même spectaculaire, leur prise en charge psychologique se heurte à de nombreuses difficultés. Le plus souvent, ce n'est pas l'enfant qui est demandeur, mais c'est son entourage adulte qui manifeste le désir de soins. Ensuite, ce champ d'intervention réclame du thérapeute des qualités spécifiques difficiles à acquérir, comme une capacité innée à rester en complicité avec l'univers singulier de l'enfance. Le psy représente avant tout un adulte, ni pédagogue, ni arbitre, qui apporte à l'enfant des paroles vraies et une confiance en son devenir. Il lui permet de quitter la place d'objet du désir de ses parents pour devenir sujet de sa propre parole.